Gilles Savary. Merci Madame la Présidente. Bon, d'abord, je voudrais dire que moi, je suis personnellement très peiné de voir la Grande-Bretagne nous quitter. C'est le pays de notre liberté. On fêtera très prochainement, on célébrera le 100e anniversaire de la bataille de la Somme, mais plus encore en 39-40, où les Anglais ont tenu seuls pendant 2 ans, alors que les nazis étaient prêts à pactiser avec eux après Dunkerque. Et s'il n'y avait pas eu cette résistance héroïque du peuple anglais et de Churchill, il n'y aurait pas eu de tête de pont en Grande-Bretagne, il n'y aurait pas eu de débarquement et l'histoire aurait été tout autre. Donc pour moi, c'est un deuil. Je sais qu'il y a une certaine anglophobie latente dans notre pays, mais je ne la partage pas. J'en veux d'autant plus à David Cameron d'avoir allumé tout seul cet incendie. Il l'a fait, on en a été témoins les uns et les autres. Certains ont siégé sous la pression de Nick Farage. C'est une grande leçon pour ceux qui voudraient céder à la pression de nos propres populistes. Il a voulu faire plus et mieux, et pour gagner les élections, il a proposé à son peuple, qui ne lui demandait rien, un référendum sur la sortie, de façon à le donner en gage à l'extrême droite anglaise. On a vu ce qu'il en est advenu. Très curieusement et paradoxalement, il propose ce référendum, il fait une campagne pour rester, et il est battu au bout du compte. Et il y a un seul vainqueur en Angleterre, c'est Nick Farage. Il n'y en a pas d'autres. Et les grands vainqueurs d'aujourd'hui, dans toute l'Europe, c'est les populistes. C'est-à-dire que Cameron a pris l'immense responsabilité, qui est une espèce d'antifigure de Churchill, qui lui était capable de dépasser ses intérêts du moment pour la liberté du monde. Et il a pris l'immense responsabilité de jeter du petit bois sur la braise des populismes à une époque où les peuples sont angoissés, où la mondialisation bouleverse tout, où le déclassement européen par rapport à la montée de la Chine et des grands émergents angoisse le peuple, où une forme d'ultralibéralisme crée une violence sociale considérable. Toutes ces peurs sont évidemment latentes. Il y a aujourd'hui un réflexe de repli national. Et donc nous sommes dans une espèce de très grand danger, parce que finalement, cette remarquable construction européenne, qui est sans doute le projet le plus exaltant que ma génération pouvait penser léguer aux générations futures. Je dis remarquable parce que c'était la paix, ça a été rappelé par la collègue. Et la paix, mes parents se souviennent de la différence entre la paix et la guerre, si les jeunes générations ne s'en souviennent pas, de la différence entre la pire des barbaries, 55 millions de morts, y compris des morts civiles, et puis la quiétude privilégiée dont nous avons bénéficié, nos générations, c'est-à-dire un bonheur absolu. Alors toujours on se plaint, parce que plus on est gâté, plus on se plaint, plus le désir est inassouvi, mais un bonheur formidable, et puis pour nos enfants, ce bonheur de l'abolition des frontières, d'avoir des camarades, d'en avoir laissé à Barcelone, dans un Erasmus, ou en Suède, de se connaître mieux, de pouvoir voyager beaucoup moins cher, bref, d'appartir à la grande Europe, à cette formidable diversité culturelle. C'est absolument merveilleux. Et puis c'est aussi, et je le dis ici, parce que une certaine France ratiocine ça, c'est le plus beau projet social qu'on ait connu. Je n'ai jamais connu d'acte politique telle que la construction européenne, qui a fait progresser aussi vite le niveau de vie d'autant de monde en si peu de temps. Jamais. Quand on dit que l'Union européenne n'est pas sociale, il faut que l'on me prouve que dans une période aussi courte, une construction politique a fait mieux pour faire progresser autant de personnes qui étaient dans la misère, la pauvreté, que ce soit à l'Est, que ce soit même d'ailleurs chez nous, où on n'a pas cessé de progresser. On disait les Anglais ont aujourd'hui un PIB par habitant 2 fois plus important que quand ils étaient dans l'Union. Donc ça a été un merveilleux projet, mais c'est un projet qu'on a traité sans les peuples. C'est un projet qu'on a traité avec les difficultés de tout projet coopératif. C'est la même chose dans les structures intercommunales françaises. Aujourd'hui, la métropole de Bordeaux, elle est pilotée par des gens qui ne sont pas élus au suffrage universel et qui font leurs affaires entre eux. C'est très compliqué de faire de la démocratie directe quand on décide de rester indépendant. Et c'est quand même ça qui se passe. On n'a pas décidé de créer une Europe fédérale, c'est-à-dire un nouveau pays qui s'appelle l'Europe. Donc qu'est-ce que l'on voit à la télévision régulièrement? On voit des conseils qui n'en finissent plus. Madame Merkel qui marche sur les pieds du français, le français qui essaie de s'en sortir avec l'espagnol ou les italiens, enfin, des conciliabules terribles qui prennent un temps fou. Et en plus, je crois qu'on a finalement pris la responsabilité, les États membres, d'en rester au marché. Et le marché, c'est quelque chose qui n'est pas chaleureux, c'est pas convivial, c'est pas la chair des peuples, et de négliger ce que la France avait demandé de longue date, de travailler sur la défense, de travailler sur les frontières, de travailler sur Frontex, de protéger un peu plus les frontières. Donc je crois qu'on en est là aujourd'hui. Il va falloir probablement rebattre les cartes, mais l'équation va être terriblement difficile.
Parce que je ne vois pas aujourd'hui comment on fait adopter un nouveau traité par 27 États membres qui voteraient comme un seul homme sans que l'un d'entre eux dise non. Et c'est aujourd'hui les traités. C'est aujourd'hui les traités. Donc faire un nouveau traité est, à mon avis, absolument essentiel. Le faire ratifier sans les peuples me semblerait déjà poser un problème. Donc je pense qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup d'imagination et de solidarité de la part des États membres actuels pour, je l'espère, passer quelques paliers d'intégration au plan économique dans la zone euro et peut-être remettre aux États membres un certain nombre de compétences dans des domaines qui sont jugés trop bureaucratiques ou trop tatillons ou trop procéduriers. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à remettre des compétences et en prendre de nouvelles, mais qui nous demanderont un très grand effort de partage des responsabilités. La défense, oui, il faut que l'on s'occupe de la défense, d'abord parce que les Américains se retirent et qu'aujourd'hui on est très très vulnérable. Mais pour s'occuper de la défense, il ne faut pas considérer que nous resterons les seuls à décider de l'engagement des forces. Si c'est ça l'Europe de la défense, on ne la fera pas. Bref, il faut que l'on arrive à exorciser une certaine Europe franco-française, comme les Allemands une certaine Europe allemande. Et puis il faut qu'on reprenne la main probablement sur une partie de nos intérêts, tout en ayant le discernement de mettre en place une Europe qui nous protège. Voilà, et je pense que c'est très important. L'Europe de la jeunesse, c'est quelque chose d'absolument crucial et essentiel. Il faut démultiplier l'effort d'échanges entre les jeunes, et il faut probablement démultiplier aussi l'effort de contrôle migratoire. Je ne suis pas très fier de ce qu'a fait l'Europe en matière de réfugiés, je dois le dire, à titre personnel, mais ça ne dispense pas d'avoir conscience que nous sommes à la veille de migration constante vers nos pays. Il n'y a pratiquement que nous qui nous plaignons de notre condition. Tous les autres pays du monde l'envient. Et donc, il faut savoir qu'il y aura une grosse pression migratoire et que donc il faut absolument qu'on ait une politique d'asile identique, qu'on revoie Schengen, qu'on ait des frontières qui soient défendues et que l'on puisse plus sereinement accueillir les réfugiés, qui sont ceux qui fuient la mort tout simplement, plutôt que de les amalgamer à des migrations de travail ou à des migrations qui effectivement indisposent des peuples. Donc bon, je pense qu'il faudrait être très vigilant. Je me félicite que l'Assemblée nationale mette en place une mission de suivi. Et je souhaiterais personnellement, je termine là-dessus, que les choses aillent vite, même si je crains que les Anglais fassent en sorte que les choses aillent lentement. Il y a un scénario qui peut se présenter, c'est que les Anglais essaient de faire ce qu'a fait la France en 2005, c'est-à-dire de ne jamais sortir véritablement, en faisant traîner, en refaisant des consultations, en repassant par leur Parlement. Et même si on pourrait se réjouir qu'il reste, je pense que ça serait absolument délétère parce que, évidemment, une deuxième fois, après la France et après d'ailleurs l'Irlande, après le Danemark, un référendum populaire serait trahi. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution si on ne veut pas contaminer de populisme et de réactions anti-européennes l'ensemble de l'Europe, il faut absolument qu'on mette en chantier très vite le Brexit. Merci Michel Bonneton.